Bonjour à tous, merci du coup d'être là avec nous cet après-midi. Du coup, on va partir sur le thème éthique en IA et cette séquence aura lieu en deux temps. Un premier temps avec une présentation de Laurence Devillé qui nous rejoint sur Zoom. On devrait la voir apparaître. Et après, on aura une table ronde avec Laurence, Thierry Ménissier et Thomas Reverdy qui sont ici avec nous. Et donc du coup, c'est bizarre de ne pas la voir. Donc Laurence est professeure d'informatique en IA à Sorbonne Université et donc elle dirige une chaire et elle est affiliée aussi à l'Institut d'IA Data IA à Paris, Saclay. Et du coup, je vais laisser la parole à Laurence. Tu nous entends ? On n'est pas encore top sur le mode hybride, mais ça va venir. On n'a pas assez d'entraînement, hein, c'est ça. Encore? Ah non, c'est bon. Allô, vous m'entendez? Ah, c'est bon, on t'entend parfaitement. Bon, hop. Pourtant, on a de l'habitude, hein, effectivement. Bon, Et désolé. oui, non, non, c'est bon. Et, on voit les transparents, parfait. Ok, Eh bon, c'est ben, parfait. je te donne la parole. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, déjà, je prie de m'excuser de ne pas être en présentiel, hein, ce que j'avais prévu au début. Et puis, en fait, on a la visite d'un professeur japonais avec lequel on travaille sur un projet. Et puis, la personne qui devait être là ne peut pas être là parce qu'elle est malade. Donc, je suis obligée. Je suis aussi sur ce projet, hein. J'avais prévu de sauter une journée pour être avec vous, mais là, je suis obligée d'être là. Voilà, donc désolée encore une fois de ne pas être en présentiel, ce qui est plus simple pour échanger. Donc moi, je vais vous parler en fait des travaux qu'on mène dans la chaire que j'ai organisée donc à Paris-Saclay, qui est une chaire interdisciplinaire autour de, évidemment, informatique, puisque c'est mon sujet, et puis des économistes du comportement et des linguistes. Je vais aussi essayer de brosser les idées qu'on a essayé de pousser dans différents comités d'éthique, comité national pilote d'éthique du numérique où je suis impliquée, et puis aussi à travers mes expériences, puis j'ai été aussi au PMIA, au Partenariat mondial sur l'IA, où on parlait d'éthique dans le futur du travail, et puis également dans d'autres comités internationaux sur l'éthique. J'ai aussi participé à l'AFNOR, à un projet pendant 2 ans d'un groupe sur Foundational and Societal Impact of AI. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai terminé parce que c'était compliqué et j'en reparlerai durant mon talk. Human, c'est pas une faute d'orthographe, hein, la chaire s'appelle Human Machine Affective Interaction and Ethics. Alors c'est un sujet complexe. Évidemment, je vais l'aborder rapidement aujourd'hui le périmètre en tout cas de tout cela. Et évidemment, je peux en parler de façon plus techno, mais j'essaierai déjà de montrer les enjeux d'éthique et les enjeux de compréhension aussi autour de ces systèmes qui, pour moi, font partie de l'éthique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas raisonner sur quelque chose si on ne le comprend pas. Donc j'ai écrit des livres grand public pour essayer justement de ramener les idées à quelque chose de plus rationnel, plus au centre. Je dirais qu'il y a à la fois des grandes opportunités et des risques et qu'il faut pouvoir comprendre les deux. Et j'aime beaucoup, je vais reprendre en cela une citation qui vient de Blaise Pascal, je crois que je la mets juste après. Non, je ne l'ai pas mis là, donc je vais vous la donner, qui est de dire il faut agir avec raison dans l'incertain. Et je pense qu'il est essentiel, donc ça fait partie des pensées de Blaise Pascal. J'ai aussi une casquette de présidente de la Fondation Blaise Pascal dans l'idée de faire de la médiation culturelle pour les plus jeunes ou les zones qui sont moins couvertes par les grandes universités qui drainent un ensemble de maisons de l'IA comme nous sommes ensemble aujourd'hui, mais il y a des zones en France où il y a beaucoup moins d'opportunités d'entendre parler d'éthique, d'IA et de démystification autour de ces sujets. Voilà, donc j'ai essayé de brosser ça. Donc maintenant, la chaire en elle-même porte sur l'affective computing et puis aussi le nudge.
Alors, pour aller un peu plus loin, qu'est-ce que c'est que l'affective computing? Donc, c'est trois grandes technologies, le fait de détecter les émotions des humains dans leur comportement, dans la voix. Évidemment, il ne s'agit pas des émotions internes, hein, mais bien de leur expressivité, d'essayer de non pas comprendre, puisque finalement, je vais bannir ce mot understanding, mais plutôt d'interpréter ces signaux pour les intégrer, par exemple, dans un chatbot, dans un robot, pour modifier la stratégie du robot en fonction aussi de ce qu'il a décelé, non seulement dans le langage, mais aussi dans le paralanglage. Ce qu'on va voir arriver avec des chats GPT 4o qui sont multimodaux. Et enfin, le dernier point, donc, c'est la génération d'émotions, donc, qui est dans deux étapes. C'est à la fois la génération linguistique d'un texte qui peut être je vous aime ou je suis d'accord avec vous, d'une voix empathique, et puis la tessiture de la voix, puisque moi je travaille aussi sur la voix. Et là, on rejoint encore ce nouveau chat GPT 4o qui est donc permet d'interagir avec ces systèmes d'IA générative à travers un chatbot et en ayant la possibilité de parler et d'avoir une réponse orale. Donc les émotions, elles ont été théorisées énormément. Dans cette chaire, ça m'a permis en fait de pousser plus loin. Et donc on a il y a des thèses qui vont être soutenues là, en cette fin d'année et quelques-unes qui ont se passé avant sur ce sujet de détection des émotions dans la voix. Quelles sont les limites, les théories derrière tout ça et qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les applications qui paraîtraient à usage bénéfique, je dirais, qui pourraient être l'assistance aux personnes qui sont dépressives ou donc dans le suivi de la santé, des pathologies mentales. Il y a des choses qui sont intéressantes. Et puis là, nous, on a une spécificité d'avoir l'occasion de travailler dans plusieurs projets d'interaction humain-robot. Et le dernier en date, c'est un robot qui s'appelle Buddy, que vous devez connaître, c'est celui en bas, là, dans l'image, de Blue Frog Robotics, qui est dit un robot émotionnel et qui effectivement a ce côté un peu manga avec des gros yeux et qui est très expressif et qui est assez bien accepté par les personnes âgées. Et donc, c'est l'idée de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme robot qui puisse interagir avec des personnes âgées pour qu'elles restent plus longtemps chez elles et qui servirait à la fois de stimulant pour faire un peu de gymnastique ou pour résoudre des quiz, ou alors qui pourrait appeler des secours en cas de chute de la personne. Tu peux voir parce qu'il a une caméra, il a des capteurs donc vidéo et audio, et puis il est aussi tactile, on peut le toucher et il a une certaine réponse. Donc c'est intéressant de voir ces objets qui font pas très peur, qui sont tout petits. Là, donc j'en ai un là au laboratoire et on fait des tests en ce moment de collecte de données dans non pas des EHPAD mais des maisons résidentielles où des personnes peuvent rester dans des appartements propres à leur famille ou à eux tout seuls et puis avec des lieux communs. Et ces machines pourraient être aussi permettre de faire du lien social entre les personnes. On pense toujours aux effets négatifs. Je pense qu'on pourrait très bien utiliser ces systèmes, non pas en face-to-face, mais en triangulaire. Et j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets, donc on pourra en parler sur des questions après, mais je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus. Donc, l'autre partie importante qui m'intéressait, c'était le nudge. Le nudge a été théorisé par Richard Thaler, qui est un prix Nobel d'économie. On sait tous que ça n'existe pas, mais c'est le prix de la Banque de Suède en économie. Mais bon, c'est l'équivalent en 2017. Et c'est l'idée en fait qu'on peut inciter quelqu'un à faire quelque chose à partir, ou freiner hein, son activité à partir de techniques qui vont l'inciter à aller dans un sens ou un autre. Alors évidemment, ce n'est pas une manipulation totale puisqu'on n'a pas une interdiction, tout est possible, mais on vous incite à aller dans un sens ou à ne pas suivre un sens. Et c'est assez intéressant de voir que ça utilise principalement nos biais cognitifs, l'affectif, et on sait tous qu'on on agit souvent de façon émotionnelle, par conformité, par paresse, en manquant de maîtrise et de soi. Et donc ces biais-là, les machines peuvent les utiliser pour renforcer la manipulation finalement et nos décisions. Et il me semble que ce sujet qui a été largement utilisé aussi pour modifier peut-être nos comportements avec des aspects extrêmement positifs, si on veut qu'on ait une meilleure santé, qu'on fasse plus attention à l'hygiène de vie ou qu'on fasse plus attention à l'écologie, etc., ne doivent pas être utilisés sans faire attention quand même aux mécanismes qui sont derrière, parce qu'il y a des conséquences qui sont peut-être pas si simples que ça. Voilà. Et en tout cas, pour les personnes âgées, imaginez des systèmes qui soient
extrêmement nudgeant? Est-ce que ça pourrait être utilisé à mauvais escient, commercialement, etc. Donc il y a des vrais sujets. Donc ça suit les travaux de Kahneman. Kahneman, elle a la décision, donc système 1, système 2. Donc système 1, c'est je décide par intuition très rapidement. Système 2, je raisonne et je trouve la meilleure décision, etc. Ce qu'on fait rarement. On est souvent dans l'urgence en ce moment, dans ces réseaux sociaux et avec ces machines. Ce qui fait qu'on est beaucoup sur quelque chose d'intuitif et pour lequel on ne se rend pas compte que la machine a aussi des stratagèmes. Alors, donc le nudge, c'est une architecture de choix. Hein. C'est pas bien ou pas mal. Nudge étant bien et sludge mal, c'est pas ça du tout. C'est une architecture, c'est finalement un mécanisme qui vous permet ou pas d'aller dans le sens de la personne, si vous avez détecté en tout cas des choses qui peuvent l'encourager à changer la vie, ou au contraire qui vont rajouter de la friction. Donc on va trouver ça dans les jeux vidéo, les robots, les chatbots, et nous on l'a testé à travers des robots à l'école et après avec des adultes au Bernardin, puisque j'ai un accord pour la chaire avec les Bernardins et tout le département d'humanité numérique là-bas. Et donc, on a travaillé sur un scénario avec des économistes pour essayer de mesurer si finalement un nudge venant d'une machine, on avait un Pepper, c'était un robot Pepper, ou un Google Home, ou un humain qui suivait le même dialogue. On a fait ça en CM1, CM2. D'ailleurs, la dernière fois, grâce à Édouard Philippe au Havre, dans des vraies classes. Hein. Et donc, on peut regarder comment les enfants réagissent. Alors, on a fait faire un jeu du dictateur qui était de dire à l'enfant, soit le robot, soit le Google Home, soit l'humain, disait, voilà, je te donne 10 billes, prends-en 5, enfin, combien tu en prendrais, pardon, pour toi, combien tu en donnerais aux autres. Et puis le nudge arrive ensuite, qui est, les autres ont donné plus, ou j'en donnerai plus, j'en donnerai moins. Et on voit si les enfants vont changer d'avis. Et en fait, le résultat de ce test sur à peu près 200 enfants dans les écoles ont donné la chose suivante, c'est que les enfants suivaient plutôt les machines que les humains. C'est-à-dire qu'il y avait une plus forte modification de leur comportement, donc ils changeaient dans les pots de billes. Et puis on cherche après d'autres indices qui pourraient nous amener à comprendre que l'enfant va changer d'avis. Est-ce que c'est corrélé ou pas? Donc il y a une thèse qui va être soutenue à Saclay bientôt sur ces sujets. Donc le nudge, il va être utilisé partout, si on ne se méfie pas trop. Donc le hack dit on veut limiter les manifestations subliminales, mais qu'est-ce qu'on pourra détecter comment on pourra mesurer que c'est une manifestation subliminale? C'est très compliqué. Donc je pense que c'est une red line, mais difficile à mettre en œuvre. Donc le nudging, c'est déjà utilisé par exemple pour les enfants autistes, hein, donc des robots comme Moxie par exemple, qui aident l'enfant à se faire des amis, etc., avec les parents qui sont omniprésents, qui peuvent regarder finalement comment se comporte l'enfant. C'est à la fois très très bien et en même temps on sent quand même grandement que l'enfant va être énormément en fait avec cet objet et peut-être en omniprésence avec l'objet et ça sera difficile en fait de savoir s'il peut s'en passer. Et donc c'est important aussi de comprendre les impacts que ça peut avoir sur les personnes, qu'elles soient âgées ou vulnérables en tout cas, qui pourraient utiliser ce genre d'objet. Autre chose, donc l'anthropomorphisme. Donc on attribue des caractéristiques ou des comportements humains à des objets. 3 types de transferts, on l'a vu même avec ChatGPT, qui est un objet, hein, invisible ou visible, c'est notre ordinateur qui parle ou à travers n'importe quel mécanisme. On va transférer des connaissances. Ces machines n'en ont aucune, des affects, elles n'en ont aucune, et des qualités morales, elles n'en ont aucune. Alors, elles n'en ont pas, mais dans nos données, puisqu'elles sont à partir d'apprentissage, à partir de nos données, il y a des caractéristiques de qualité morale, d'affect, de connaissances. Et donc, le résultat que produit la machine, comme un chat GPT ou une IA générative sur le langage, par exemple, ne produit pas quelque chose dont on est sûr qu'elle contienne des connaissances, des affects ou des qualités morales. En tout cas, on ne sait pas d'où ça vient. Alors, c'est un vrai sujet. Et c'est le langage, en plus des agents conversationnels tels qu'on est en train de les construire, qui ont un fort pouvoir d'innovation, hein, je suis tout à fait pro-technologie, mais qui ont aussi des fortes limites, doit être compris. Et pour moi, ça fait partie aussi de ce qu'on devrait pousser en termes d'éthique, c'est-à-dire la compréhension de ces objets, non pas en étant capable de les reprogrammer, il ne s'agit pas de programmation, il s'agit des concepts qu'elle manipule et comment elle les manipule et essayer de comprendre mieux, plus en profondeur, la capacité de ces systèmes à produire quelque chose qui est comme la langue humaine, mais qui est juste inhumaine, ou en tout cas qui ressemble. Alors, c'est paradoxal, puisque le MIT, par exemple, d'abord, si j'étais devant vous, je me demanderais, êtes-vous poli avec des machines? Et la plupart des gens me disent oui, oui, on est poli avec ChatGPT.
Et le MIT sort un article qui dit qu'effectivement, être poli avec les machines, c'est mieux, ça marche mieux. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les données qui sont à l'intérieur sont des données qui viennent d'interactions où nous avons de facto cette politesse les uns vis-à-vis des autres. Et donc, la machine ne fait que reproduire ce genre de politesse qui n'est pas la même chose qu'une vraie mise devant quelqu'un qui est responsable et qui a une intention derrière. La machine n'a aucune intention. Et donc, c'est cela qu'il faut comprendre. On crée donc un univers linguistique sans expérience corporelle, sans compréhension du sens, sans espace, sans temporalité. Et pour l'autant, nous sommes capables d'avoir des émotions vis-à-vis de ces machines, de penser qu'elles ont des caractéristiques presque humaines pour certains, dans les dires qu'on entend en tout cas. Donc il y a un effet de marketing de certains qui savent très bien ce qu'il y a dedans, et puis pour d'autres aussi, c'est quelque chose d'extrêmement questionnant. Alors, d'autant plus que nous sommes vulnérables par rapport à ces systèmes, puisque elles sont le résultat, enfin, en tout cas, les comportements humains sont le résultat de biais cognitifs aussi, dont on vient de parler, et donc on peut facilement rentrer en intrusion dans la vie privée des gens et manipuler. Donc, il ne s'agit pas de l'éthique des données, hein, mais de la puissance de manipulation qu'il peut y avoir à travers ces machines. Donc pour moi, il faut démystifier l'IA. Donc je ne vais pas reprendre cette définition de McCarthy, mais voilà, l'IA, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une personne, c'est un ensemble de théories, de systèmes avec des objectifs pour les logiciels, de simuler des capacités cognitives de l'homme, la perception, la décision, la génération. Et il y a deux grands types d'algorithmes, les IA prédictives, donc comme détecter les émotions, les IA génératives, comme produire des textes avec ChatGPT. L'intérêt de l'IA prédictive est évident. Dans la santé, par exemple, détecter des cancers, c'est déjà utilisé. Gustave Roussy a déjà des outils, Curie aussi. Diagnostiquer à partir d'analyses d'images médicales par une IA prédictive a cet intérêt que l'image est vue par une machine avec énormément d'images, donc plus qu'un humain pourrait jamais le voir, et avec une acuité qui n'est pas humaine. Donc, elle regarde des corrélations de pixels à des niveaux qui ne sont pas humains. Et elle est capable de détecter des informations qui sont différentes des informations que le médecin avait jusque-là. Et pour avoir rencontré un radiologue, il m'avait dit, voilà, ces machines sont hyper puissantes, mais elles génèrent des faux positifs. Moi, j'arrive à les détecter avec mes 30 ans de cohorte de patientes de cancer du sein, mais les jeunes médecins qui arrivent, ou les jeunes radiologues, n'arrivent pas à déterminer ça, donc ils font plus de biopsies, donc un problème éthique pour la société. On va dépenser plus pour ces sujets-là, peut-être à l'encontre d'autres sujets plus graves. Donc voilà, c'est compliqué. Alors, je ne vais pas refaire un cours sur les large language models, mais retenez que c'est une statistique compressée de milliards de données où on a perdu les sources. Et ce n'est pas magique. Ça s'appuie sur une théorie en linguistique, qui est l'hypothèse distributionnelle. On va prendre ça sur les mots, ça pourrait être sur l'image pareil, qui vient d'un linguiste qui s'appelle First en 1957. On peut connaître le sens d'un mot par ses fréquentations, c'est-à-dire ses voisins. Par exemple, dans l'exemple she's eating a green apple ou a red apple, ça serait effectivement, on sent bien qu'il y a une forte attention entre certains mots qui vont arriver très souvent dans le corpus. Donc on va renforcer et on crée comme ça, par des paires, l'attention entre certains mots. Et si je vous dis une phrase comme le petit tatata boit du lait, tout de suite en tête vous avez chat, enfant, etc. Et c'est ce que va faire cette machine, c'est par les voisins d'un mot, on comprend le sens d'un mot et on va l'encoder dans un vecteur sémantique qui est fait 512 paramètres ou 1024. Donc on voit bien que les mots sont transformés en nombres, comme des images, des bouts d'images peuvent être transformés en nombres. Et ça, c'est le modèle de transformer qui apprend donc des plongements sémantiques de tokens, on appelle ça des tokens. Et deuxième chose qu'il faut savoir, des tokens ne sont pas forcément des mots. Ça peut être des parts de mots. Par exemple, ici, ça serait it, ing, mais c'est même pas de la linguistique. C'est lié au tokenizer qui est utilisé. Et donc, on peut avoir finalement un lexique de 30 000, 2 millions de tokens qui n'ont rien à voir. En ce moment, je travaille avec des étudiants donc, sur la détection des sentiments et des émotions, et on travaillait en utilisant des IA génératives prises sur étagère. Et là, devant le nombre de tokens, je demande à l'étudiant, mais qu'est-ce que c'est que ces tokens à un caractère? 10 000 tokens à un caractère. Eh bien, devine quoi? C'était du chinois. Ce n'était pas donc expliqué dans l'utilisation de cet outil qui était open source. Alors, c'est très compliqué en ce moment de savoir vraiment ce qui est fait dans ce système. Ça a une forte
possibilité, on le fine-tune, c'est-à-dire qu'on l'optimise sur des nouvelles données pour obtenir des prédictions meilleures et des générations meilleures. Ces outils hallucinent, ils sont tous sauf neutres. Si je prenais du Kant, Mein Kampf, d'Hitler au départ pour entraîner un système, ben, à la sortie, j'aurais du Mein Kampf. Il faut vraiment se rendre compte à quel point il faut maîtriser mieux l'entrée, maîtriser mieux la façon dont on traite ces systèmes. Et donc, c'est tout sauf neutre, puisque on tient ce qui est dans les données d'apprentissage. Les hyperparamètres qu'on utilise sont aussi importants. Et puis, il y a toute cette partie d'apprentissage supervisé par renforcement qu'il y a dans le chat GPT, où des formateurs humains améliorent les performances, et puis des filtres éthiques qui fait que la machine ne peut pas répondre à tout. Donc, je vous encourage à lire ce qu'on avait écrit au CNPEN, Comité national pilote d'éthique du numérique, qui est pérennisé par le président Macron, qui va devenir le CCNE numérique, avec un nouvel ensemble de personnes impliquées. Donc les systèmes d'IA générative et l'enjeu d'éthique, on était nous rédacteurs, donc Raja Chatila, moi-même et Alexandre Greenbaum, qui est philosophe, et on a travaillé sur la vitesse des transformations sociales et économiques, la science d'évaluation de la véracité des résultats en portant des recommandations, la manipulation de l'utilisateur sans responsabilité. Donc on a bien mis des emphases sur les filigrammes qu'on peut mettre dans ces systèmes, dans le résultat de ces systèmes, qui fait que vous pourriez lire avec un outil, une image qui vous dirait, ben voilà, elle a été faite par une machine et non par un humain. Donc, essayer de maintenir les différences entre ce qui est fabriqué par l'humain et ce qui est fait par les machines. Le multilinguisme, sachez que les derniers systèmes qu'on voit et qu'on peut utiliser sur étagère, qui sont les IA génératives, contiennent pour, par exemple, Meta, si je prends Llama 3, 95% d'anglais. Il n'y a que 2 millions de tokens en français et pourtant ça parle en français. Donc, ça produit des choses en français. Donc, ce n'est pas vraiment du français, puisque lorsque nous parlons, nous pilotons des idées. Hein. C'est comme dans la musique. La musique, ce n'est pas un ensemble de notes. La langue, ce n'est pas non plus un ensemble de mots. C'est la façon dont on va amener les mots. C'est l'intention qu'il y a derrière. C'est donc cela parler. Et ce n'est pas ce que font ces machines qui ne font que des statistiques de co-occurrence de mots et de poursuite du prompt que vous donnez. Vous posez une question, c'est le prompt, c'est l'invite, et elle va produire les tokens suivants. Il y a aussi un problème, donc pour moi, fondamental d'éducation, dont on va sûrement reparler pendant la table ronde, et de dépense d'énergie. La dépense d'énergie est réelle. Même Stanford, avec une vision en essayant de regarder comment ces systèmes étaient alignés avec les actes, montre des trous dans la raquette énormes. L'énergie, par exemple, Google nous dit Palme 2, ça consomme 2 fois moins. Eh bien, si vous regardez la ligne énergie, il n'y a rien de donné, parce qu'ils n'ont pas les informations. Donc, c'est essentiel que ça soit plus transparent, ce que demandent les actes, etc. Il faut démystifier. Et je voudrais insister sur des paramètres qui, par exemple, étaient peu connus. La température. Donc, comme je dis, on a transformé tous les textes en tokens, qui ne sont pas des mots, qui sont sur GPT 3.5, 3,5 caractères. Il n'y a plus de sources. On ne sait pas où sont les sources. C'est important pour nous chercheurs, pour les journalistes, mais pour l'ensemble de la population de savoir d'où vient quelque chose. Alors maintenant, on a dans ces systèmes des RAG, on a amélioré les choses, et donc on peut avoir maintenant des références qui sont justes. Pendant tout un temps, les références peuvent même être fausses. Mais je vous donne quand même quelques paramètres importants à comprendre. La température. Qu'est-ce que c'est que cette variable de température? Eh bien, c'est le fait que lorsque vous posez une question à ChatGPT, et notamment dans la première version 3.5, eh bien, il y avait une température qui n'était pas à zéro. Ce qui fait que vous posiez une question, vous aviez une réponse, vous reposiez la même question au début, et vous aviez une autre réponse, qui laisse entendre une certaine intelligence de pouvoir créer comme ça des réponses différentes. C'était lié à la température, c'est-à-dire ne pas prendre le meilleur token suivant, mais parmi les N meilleurs suivants. Voyez? Et dans Bing, on avait justement l'explication de ça, puisque Copilot, si vous avez utilisé de Microsoft, qui a encapsulé ça, il y avait 3 boutons disant très précis, moyennement précis, très créatif. C'est pas créatif, hein, on peut l'expliquer très simplement, mais en tout cas, on voit très bien que ça manipule le résultat et que nous avons une façon d'anthropomorphiser encore plus forte lorsque ces systèmes sont un peu relâchés et en tout cas il y a ces stratégies. L'autre stratégie qui nous fait penser que la machine s'adapte à nous, ce qu'il faut, c'est l'historique. On ne sait pas comment il est traité. Donc ça, c'est des zones d'ombre dans tous les projets qui sont faits sur à la fois donc les systèmes qui sont mis en open source, mais aussi ceux qui sont tout à fait encapsulés. On ne sait pas du tout comment c'est fait. Amène à penser qu'en tout cas, ils gèrent de plus en plus d'historique. C'est-à-dire ils gardent les tokens de vos anciennes questions pour améliorer finalement la réponse. Donc, ces comportements émergents qui sont
des ambiguïtés de nom, on en trouve beaucoup. Nous, on fait des tests à la Sorbonne là, avec des étudiants, on voit bien les problèmes de chronologie, hier, demain, aujourd'hui, ils ne savent pas. En mathématiques, ce qu'on arrive à faire de plus avancé, c'est grâce à des outils qu'on rajoute. Aucune notion d'espace, hein. Vous pouvez sauter de la fenêtre comme d'un tabouret, c'est pareil. En plus, il y a des données périmées dans ces ensembles de choses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces systèmes qui vont être de plus en plus autour de nous? Donc, j'appelle, moi, à la vigilance, hein. Donc, je parle d'IA, d'éthique, mais aussi de vigilance et de bonnes pratiques. Voilà, il y a des réponses totalement inventées, puisque ça fait du puzzle sur nos données. Il y a des biais partout, mais il y aura toujours des biais. Il faut comprendre ça, le problème du droit d'auteur et les sources, l'aspect statique du corpus, les quantités de données. Il faudrait faire de l'IA frugale, mesurer les coûts. Il ne s'agit pas de faire du big data, mais du rich data, c'est-à-dire des données différentes, diverses. Et on a besoin d'enseigner, en fait, comment fonctionnent ces IA, comment les utiliser. Et tous ces enjeux d'éthique sont extrêmement importants aujourd'hui à l'école aussi. Dans le travail, hein, notamment, il y a un très bon papier de Harvard avec BCG qui montrait qu'ils avaient fait des tests entre deux groupes et qui utilisaient donc GPT-4 ou pas pour 18 tâches autour du marketing avec de la créativité, de la rédaction, la capacité de persuasion. Et donc les trois grands résultats, c'était l'humain augmenté de l'IA est meilleur que l'humain seul, plus productif. Les consultants les moins performants avaient bénéficié d'une augmentation la plus importante, mais ça dépend des tâches, hein. Ce qu'il faut bien comprendre dans cet article, c'est qu'il y a pour certaines tâches, GPT-4 est très très utile, pour d'autres beaucoup moins. Et par contre, la dernière, qui est la plus intéressante pour le point de vue éthique, c'est qu'il y a moins de vigilance au bout de plusieurs tâches effectuées et donc les gens ont tendance à suivre. C'est-à-dire qu'on ne pense pas que cette machine, à chaque fois, il faut repenser, c'est comme un jeu de dés. On relancerait les dés et on ne sait pas, il y a un hasard, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc c'était important d'avoir pour moi cette prise de conscience. Donc il y a eu ces réactions de moratoire, interdiction, je suis assez d'accord avec Yann Lequin, mais j'en parlerai plus tard. On a aussi travaillé sur les agents conversationnels et les enjeux d'éthique. Je vous encourage aussi à lire ce rapport, notamment sur les chatbots et la mémoire des morts, qui sont un vrai sujet. L'IA aujourd'hui vise à reproduire l'intelligence humaine, mais pas la cognition humaine, hein. C'est vraiment la surface et absolument pas le raisonnement. Il ne faudrait pas que les enfants à l'école, d'ailleurs, n'aient plus que ces prothèses verbales, puisqu'on n'apprendrait plus à apprendre, hein. Or, c'est le rôle de l'école. Donc, il me semble que la prochaine étape dans laquelle mon sujet sur les émotions va encore devenir très important, c'est donner un corps robotique qui se représente la situation et avoir un meilleur apprentissage en étant situé, va dépasser largement les systèmes actuels qui sont limités de par le fait qu'ils ne comprennent pas ni chronologie ni espace. Donc c'est intéressant pour cette tâche qu'on comprend bien, mais il est nécessaire aussi d'avoir sûrement une intention dans la machine. Donc en conclusion, je suis désolée d'avoir été assez rapide, mais j'espère que j'ai montré quelques lignes, en tout cas intéressantes. Le triptyque loi sur l'IA est fondamental. Les normes, il faudra travailler sur les normes, c'est important. L'éthique, c'est à mon avis un outil que l'on devrait tous avoir dans les mains, c'est-à-dire l'éthique appliquée. J'entends bien, je sais différencier l'éthique d'Aristote, conscientialiste ou normatif. Je dirais que la méta-éthique, est importante dans ces domaines. L'essentiel d'éduquer simplement sur la compréhension du en même temps qu'on développe. On devrait développer cette compréhension des biais, de la manipulation, des enjeux d'isolement, d'affectif autour de l'arrivée de ces machines. Et je pense que c'est ces enjeux-là que j'essaie de porter le plus possible. Je vous remercie. Merci beaucoup. Juste pour la Fondation Blaise Pascal, je me suis trompée. On a fait des tests avec des petites capsules éthiques et IA. Je rapporte juste ça. Donc c'est ça ce qu'on a fait avec Édouard Philippe tout à l'heure. Je me suis trompée dans ce que j'ai dit et j'aime pas dire quelque chose qui est faux. On a fait des tests avec des robots à l'école. Et là, on était avec Édouard Philippe en CM1, CM2, grâce à lui au Havre, pour tester des petites capsules IA qu'on voudrait donner à l'école, où en 5 minutes, même pas, on voit l'attention, qu'est-ce que c'est, la dopamine, être une fille ou un garçon sur Internet, ChatGPT fait mes devoirs. Et ensuite, on fait discuter les élèves et on fait monter aussi la compréhension des professeurs, je pense, sur les concepts d'IA. Dernier point, on a inscrit à plusieurs avec Serge Abitboul et Gilles Loec, on a écrit une pièce de théâtre qui est actuellement jouée et qui sera jouée à Paris bientôt et qui a fait un peu un tour de France. Alors, elle est passée à Nice, elle est passée dans plein d'endroits, peut-être pas à Grenoble, donc si ça vous intéressait. Donc on a une troupe de professionnels qui jouent la pièce. Ça s'appelle Qui a hacké Gare Social? Il y a quatre des humains sur scène et il s'agit aussi de problèmes éthiques et de langage et de compréhension de ce chatbot dans la vie de tous les jours. Le pauvre chatbot, lui, tous ses propriétaires meurent. Donc qui a hacké Gare Social? Merci. C'est Merci. une idée pour le prochain MIA Days.
Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais en Si, tout cas, si, voilà. pourquoi Ça pas. sera joué à Paris du Ouais, 24 septembre au 31. Elle a été jouée à la CIF, on l'a jouée à l'ENS à d'accord. Saclay, on l'a jouée donc aussi à Avignon, hein, dans le Off. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. Juste, Merci à vous. on a le temps quand même de prendre une ou deux questions. Ça a ouvert plein de questions, cette présentation, je pense. Vous avez des remarques? Non? Personne? Sans doute qu'elles Bon, vont bah, venir. Hein. du coup, on passe à la Ouais. table ronde et puis ça marche. Je te laisse la parole, Thierry. Merci beaucoup Sophie, merci Eric. Donc Thierry Ménissier, je suis responsable de la chaire éthique et intelligence artificielle au sein du MIAI. Et en fait, on s'était entendu avec Laurence pour répondre à son intervention, notamment en regard du titre de ce moment de la journée, hein, éthique en intelligence artificielle dans le monde académique et dans le monde industriel. Alors, on va procéder comme ça. Je vais donner la parole à mon collègue, Thomas Reverdy, et je me donnerai la parole à moi-même ensuite. Et en fait, de manière courte et, je l'espère, stimulante, ce qu'on va faire, c'est créer les conditions d'un dialogue entre nous trois en dépit de la distance avec Laurence. Et à ce moment-là, j'espère que... Donc, tiens l'horaire, hein, soit bref et percutant. Bah, justement, l'idée, c'est d'avoir peut-être après un quart d'heure de discussion avec vous. Ouais, Hein, voilà. Donc, mais Thomas a beaucoup de choses à dire. Ah, merci Thierry. Ouais. Je n'anticipais pas autant d'attention. Voilà, peut-être deux mots d'où je parle et à partir de quel type de recherche. Donc Thomas Reverdy, donc j'enseigne la sociologie des organisations, la sociologie des techniques, la sociologie du travail dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'école de génie industriel et qui fait partie de Grenoble INP. Et pourquoi je pars de là? Parce que en tant qu'enseignant auprès d'une population d'élèves ingénieurs amenés à prendre des responsabilités dans le monde industriel, eh bien, évidemment, en utilisant la démarche d'analyse et l'observation sociologique, bien évidemment, je les amène à s'interroger sur leurs futures responsabilités en tant que manager et en tant qu'ingénieur, donc amenés à déployer des systèmes techniques dans le contexte industriel. Alors évidemment, dans cette activité, j'ai été amené moi-même à conduire des recherches, beaucoup de recherches qui s'appuient sur des observations, des entretiens de déploiement de systèmes d'information, d'outils, de ce que vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est-à-dire un ensemble de technologies digitales et d'outils, d'algorithmes, etc., dans le contexte industriel. Et puis, plus récemment, avec l'encadrement d'une thèse de Louis de Videnne, le déploiement d'outils d'IA utilisés en qualité, enfin donc d'IA prédictive utilisée en qualité dans un site de l'industrie électronique de la région. Donc, voilà, à partir de ça, je vais dire, je collectais tout un ensemble d'observations sur les pratiques en milieu industriel et puis qui interrogent effectivement la responsabilité de l'ingénieur. C'est quoi l'ingénieur et le manager par rapport à ce type de technologie? Alors, la première interrogation, enfin première surprise quand je suis allé sur le terrain, quand j'ai demandé, parce que habitué au fait que l'éthique, un élément clé, je dirais, de l'éthique de l'ingénieur, c'est quand même la question de la rationalité. Et ingénieur en entreprise, la rationalité économique. La première question que j'ai pu poser à mes interlocuteurs, c'est quand ils déployaient ces nouvelles technologies, comment ils pouvaient anticiper leur efficacité, quelle était je dirais, leur analyse économique des bénéfices qu'ils pouvaient retirer du déploiement et est-ce que ça comptait pour eux ou pas, etc. Et ma grande surprise a été d'observer que dans la très grande majorité des cas, le principal enjeu, c'est un enjeu de visibilité. C'est-à-dire qu'il s'agit pour ces directeurs d'usine ou ces managers de montrer à leur hiérarchie, à leur organisation, au groupe industriel auquel ils appartiennent, une capacité de se saisir de technologies modernes, d'apprendre, de monter en compétences. Et c'est logique parce que finalement, tout d'abord, l'industrie vit de ça, de ses paris sur l'adoption de nouvelles techniques. Et évidemment, la première étape, c'est quand même de s'approprier, donc d'investir suffisamment en compétences, essayer de trouver des sujets en interne pour déployer la technique. Donc on est vraiment dans une logique très techno-push, c'est-à-dire qu'on a vu ces techniques qui arrivent et finalement, un des enjeux, c'est d'essayer de chercher des cas d'usage internes qui soient quand même suffisamment raisonnables pour que ça marche, quoi. Parce que sinon, c'est quand même, ça ne veut pas être sanctionné que par de l'échec. Donc voilà. La difficulté aussi, c'est qu'il y a beaucoup de projets sur lesquels on n'a jamais de retour d'expérience, puisque en fait, voilà, il n'y a pas forcément de déploiement réussi.
Donc ça, c'est le premier questionnement. Et c'est vrai qu'on voit sur chaque technologie un phénomène de hype, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investissements autour de la promesse, il y a beaucoup d'ambition sur leur déploiement. Puis après, on a cette phase où on voit bien que tout n'est pas prêt et que cette vallée du désert qui est si difficile dont il est si difficile à sortir pour chaque technologie, mais qui est possible. Alors, le deep learning dans l'industrie, sur les procédés industriels, je vais commencer par là, parce qu'après, il y a plein d'autres domaines que sur les procédés industriels. Et ben, c'est pas simple, parce que en fait, les procédés industriels, c'est des phénomènes physiques qui sont appréhendables, je dirais, par des approches, plus déterministes ou plus statistiques. Et que la première observation qu'on fait, c'est aussi des systèmes qui sont très automatisés. Donc, en fait, ces technologies-là arrivent et viennent se rajouter à des choses à déjà des systèmes extrêmement complexes, avec déjà des forts niveaux de réification, c'est-à-dire d'interprétation des phénomènes physiques, de recodage, d'automatisation de ces phénomènes physiques. Et donc, on a les activités humaines qui restent, sont souvent des activités qui gèrent un très haut niveau de complexité et qui, je dirais, qui ne sont pas facilement substituables ou appréhendables. Alors après, il y a évidemment des tâches qui se prêtent parfaitement bien à ce type d'outils. La reconnaissance, le traitement d'image est largement développé en outils qualité, en mesure, etc., etc. Bien évidemment, il y a bien sûr des domaines dans le domaine de la chimie, dans le domaine industriel, où on va avoir des applications, mais enfin, on n'est pas face à une sorte de vague que prédisaient les discours sur l'industrie 4.0, d'un avènement d'un cybersystème industriel entièrement automatisé et piloté par une intelligence surplombante. On est plutôt dans une activité très laborieuse de collecte de données, tout d'abord, qui soient des données pas trop biaisées, pas trop, je dirais, affectées par des choses qu'on ne mesure pas ou qu'on ne contrôle pas. Et puis très vite, cette collecte de données, elle est remplacée par une pratique de production de données. En fait, pour pouvoir entraîner les algorithmes d'IA, les données disponibles sont rarement suffisantes, sont rarement assez propres. Elles sont très souvent, les apprentissages sont décevants, et donc on va produire beaucoup de données artificielles pour pouvoir faire tourner et faire apprendre ces outils, avec plein d'interrogations évidemment sur les risques d'apprentissage circulaire qui pourrait conduire le système à se décaler par rapport aux situations réelles. Deuxième difficulté, toujours dans ce déploiement, c'est que très souvent les équipes qui travaillent sur les algorithmes, qui leur permettent d'apprendre sur la base de ces données, vont être un peu craintifs des risques de rejet ou du manque de fiabilité du système qu'ils vont développer. Et donc, je dirais la rationalité voudrait qu'ils les développent le plus possible avec ceux qui sont sur le terrain et qui conduisent ces activités en interaction directe pour fiabiliser et apprendre avec eux. Mais la vie organisationnelle fait que souvent, c'est pas ce qui se passe. On se dit, non, si on arrive à quelque chose de pas suffisamment robuste, il va être rejeté d'emblée. Donc, on va essayer de l'améliorer, on l'améliore en chambre, avec le risque, évidemment, de peut-être d'entretenir des biais ou une distance avec les personnels de terrain. Et on voit très souvent, ce sont les ingénieurs, des ingénieurs qui participent à la mise au point de cet apprentissage, sont parfois très loin socialement, même intellectuellement, etc., des opérateurs ou des techniciens qui actuellement prennent en charge ce type d'activité qualité. Donc ce découplage est problématique, et parfois il peut aussi s'adjoindre un autre phénomène qui est une sorte de conformité de façade des utilisateurs, c'est-à-dire qu'au moment du déploiement, les utilisateurs vont éviter d'apparaître trop ceux qui résistent au changement ou veulent pas être jugés négativement, et puis finalement ils adhèrent quand même plus ou moins à cet idéal de modernisation. En tout cas, donc ils vont continuer à faire leur activité dans leur coin, et puis l'outil va tourner à côté, et parfois ça peut conduire à des apprentissages complètement à des dérives du système. Donc je pense que c'est très important
de s'interroger sur le déploiement concret. Alors là, je vous parle l'exemple concret de l'usine, c'est très différent peut-être d'autres univers sociaux, mais sur le contexte organisationnel dans lequel ce type d'outils se déploie et éventuellement les rivalités professionnelles ou les distances cognitives, sociales qui peuvent exister dans ce monde professionnel. Voilà. Alors après, évidemment, un des enjeux, si on revient aux enjeux éthiques et aux enjeux d'ingénieurs par rapport à des déploiements, évidemment, on attend de lui, en tout cas d'un point de vue sociétal, parfois, mais aussi quand même à l'entreprise, de s'interroger sur la transformation des compétences qui sont associées à ces déploiements d'outils. Donc les publics potentiellement impactés qui vont voir arriver des nouveaux outils, par exemple de maintenance prédictive, qui sont fondés sur ces algorithmes. Alors, là, évidemment, je pense qu'en sociologie du travail, on voit bien, il y a bien deux approches possibles. On va observer des situations où les compétences vont se retrouver augmentées. On parle d'hommes augmentés, c'est-à-dire que le technicien qualité, par exemple, va, avec ce nouvel outil, progresser dans l'appréhension du fonctionnement du système dont il a la surveillance. Ça suppose qu'il ait une certaine capacité à comprendre la logique de l'algorithme. Et donc, au moment des déploiements, on observe évidemment des techniciens qui apprennent, qui eux-mêmes sont dans une sorte de processus d'apprentissage, si vous voulez. Ils essayent de comprendre lui-même par essais répétés, expériences répétées, la logique même de l'outil, de l'algorithme qu'ils utilisent, de la méthode. Et donc essayer de repérer ces biais, ces dérives, en s'interrogeant sur les données qui ont été fournies. Voilà. Donc il y a tout un travail, je dirais, de reprise de contrôle, reprise de maîtrise. On tente de reprendre la maîtrise sur l'outil. Ça peut donner lieu à des compétences qu'on pourrait dire augmentées. Et puis il y a des situations où on observe effectivement plutôt des compétences qui peuvent se retrouver disqualifiées quand l'outil est presque totalitaire, c'est-à-dire qu'il impose à un moment donné complètement le processus décisionnel et rejette à l'extérieur finalement le technicien donc qui devient finalement devient une sorte d'exécutant de l'outil. Alors dernier point, et je m'arrête. Merci, je te voyais un micro-signe. Dernier point, effectivement, la question de la fiabilité de systèmes techniques complexes qui sont forcément sociotechniques, c'est-à-dire qui combinent à la fois une infrastructure technique, des automates, etc. Ensuite, effectivement, des outils d'IA et puis des personnes qui les supervisent. Bien évidemment, on est dans des phénomènes de réification et d'accroissement de la complexité continue. On ne cesse de progresser dans la complexité. Alors, évidemment, on ne cesse de progresser en capacité de gestion de cette complexité, avec des expertises diverses et variées, avec des gens qui montent en compétences, voilà. Mais à un moment donné, cet accroissement de complexité bute quand même sur certaines fois des limites, sur la capacité, entre autres, à se réapproprier le fonctionnement du système, en particulier quand il y a des défaillances. Je pense que vous avez tous en tête l'expérience du Boeing 737 MAX, où effectivement, on est avec un outil de pilotage automatique qui pour un avion qui n'arrive pas à être piloté naturellement parce qu'il est déséquilibré dans sa conception initiale, devient pilotable grâce au système de pilotage automatique qui est poussé le plus loin possible. Évidemment, le bon fonctionnement d'un pilotage automatique, c'est bien sûr quand tous les équipements qui le font fonctionner fonctionnent bien, ils ne sont pas défaillants. Or là, on a un capteur défaillant et du coup, on demande au pilote de reprendre le contrôle, ce qu'il n'est plus capable de faire. Voilà, donc c'est cet empilement de technologies qui repose quand même malgré tout sur des composants dont la fiabilité n'est jamais totalement acquise, qui pose problème. Ce n'est pas tant l'algorithme lui-même, à la limite l'algorithme il peut être super fiable, mais c'est aussi tout l'univers sur lequel il utilise qui est à re-questionner, puisqu'on va déléguer de plus en plus à cet algorithme et finalement le pilotage ou la capacité d'action. Et donc je pense que cet exemple-là est assez éloquent des risques que nous font courir les algorithmes. Voilà. Merci beaucoup Thomas. Donc la première intervenante a parlé une demi-heure, le deuxième un quart d'heure, je vais parler 2 minutes.
Et non, bon, moi, je suis assez exposé au sein de l'écosystème MIAI. Et pour redire juste en 2 mots, en effet, ce qui me semble important et ce sur quoi on peut discuter ensemble, c'est que avec le monde réel dans lequel les systèmes d'IA se déploient, les systèmes d'IA dans leur variété, on a affaire à des situations d'innovation qui sont assez bien documentées. Moi, c'est de là dont je viens, hein, le management de l'innovation, la philosophie éthique et politique appliquée à l'innovation. Et il est bien clair que la couche intelligence artificielle, ce terme étant lui-même assez complexe, finalement, ça dépend des environnements, vient ajouter une forme de complexité avec pourtant, tant du côté, je crois, de la conception de l'IA que du côté de sa réception fantasmée du point de vue sociétal, des manières d'être qui ne comprennent pas cette situation d'innovation. En effet, le mot IA est chargé pour le meilleur et pour le pire de confusion, d'attente, de promesses. D'ailleurs, quand vous êtes dans ma partie, en philosophie, éthique et politique, si vous voulez avoir des prix, il faut écrire des livres trash. Il faut dire que c'est une catastrophe. Il faut dire IA, l'apocalypse joyeuse. Et là, vous avez au moins un poste à l'Académie. Et du coup, puis vous êtes vendu à la gare, quoi, ce qui est pas mal. Donc en fait, en réalité, c'est plus compliqué. C'est qu'on a affaire à, très souvent, dans les domaines d'activités variées où l'IA se déploie, ma chère, elle est positionnée dans des approches terrain, auprès donc, de la question du travail, donc la transformation des entreprises et des usines, sur la question de la justice, sur toutes sortes de questions de terrain. Et bien, on s'aperçoit que les situations d'innovation sont complexes parce qu'il y a une attente qui est une attente de sécurisation par quelque chose qui introduit de la complexité. Il y a une sorte de préjugé techno-solutionniste. Il faut mettre les pieds dans le plat. Et souvent, les concepteurs d'IA, ils ne sont pas pour grand-chose. Mais il y a une attente démesurée. Et il faut que tout le monde comprenne que la situation d'innovation implique des petits pas, beaucoup de prudence, mais aussi pas mal d'audace et de confiance active. Cette confiance active qu'on connaît bien dans les situations très franches d'innovation, où on s'aperçoit que la notion d'innovation renvoie toujours à des crises internes aux organisations. Ce qui fait que c'est un problème structurel. C'est précisément un problème d'organisation. Ce que les grands groupes ont compris depuis très longtemps, en externalisant les foyers, en faisant des spin-offs ou des start-up, où se produit la situation d'innovation. C'est beaucoup plus compliqué avec ce qu'on demande aujourd'hui à l'IA dans tous les secteurs où elle se déploie, du fait de, sans doute, notamment de certaines pressions extérieures qui tiennent, par exemple, à l'industrie française, qui tiennent à des choses comme ça. Donc, moi, j'en appelle à une prise de conscience de ce que vous évoquez tous les deux, Laurence et toi-même, à savoir le fait que les petits pas sont nécessaires. Et qui sont les mieux placés pour faire ces petits pas? Je crois les chercheurs et les chercheuses. Le mode projet est un mode extrêmement performant. Alors, on peut être dans son labo, mais je crois que le plus important, c'est d'accompagner ce qu'on crée au sein des expériences réelles. Donc, j'évoquais des mondes comme celui du travail, celui de la justice. Il y en a tant d'autres, celui de la mobilité, celui de la sécurité, celui de l'environnement, etc. Alors, ainsi se jouera une éthique située au plus près des pratiques, dans la perspective, vous voyez, d'une sorte de lien qui peut s'établir entre les personnes. Moi, je crois sincèrement que la transformation qu'on appelle l'algorithmisation des organisations, quelles qu'elles soient, institutions comprises, est une opportunité qui est en quelque sorte un miroir qui est tendu à nos activités pour mieux les définir. Alors, peut-être qu'il faut vivre des crises majeures pour s'en rendre compte. Merci de votre attention. Merci, merci. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va écouter vos questions et se répartir les réponses. Claude Levapchen, électrique. Vous avez évoqué la génération de données quand les données qu'on a ne sont pas suffisantes. Ça peut se concevoir, mais évidemment doit être fait avec précaution. Est-ce que dans ce que vous avez vu, vous voyez que ces précautions sont à l'œuvre, ou est-ce que vous voyez au contraire qu'on y va tout de go et qu'on n'est pas toujours prudent sur la manière dont on le fait? Oui, alors, moi, quand je les ai observés, c'était plutôt un travail très fastidieux, en fait. C'est-à-dire, on génère beaucoup de données, mais après, il faut tout le travail faut les coder, il faut les annoter. Voilà, les interpréter, l'histoire de données. Donc c'était pour un système de traitement de défauts un peu sophistiqué. Bon,
Après, j'ai des collègues qui sont plus critiques. Je pense au travail qui a été fait par Louis Vuarin et Véronique Steyer, qui ont pas mal exploré ce domaine-là. Donc, ils ont beaucoup accompagné des startups et dans leur relation avec des commanditaires sur des tests de projets d'IA. Ils sont sortis un peu inquiets quand même. Voilà, par rapport à ce que vous évoquez sur avancer très vite, quoi. Voilà. Je peux rajouter quelque chose aussi, hein, sur la génération de données, hein. Donc, nous, on avait préconisé de limiter la génération de données, hein, par rapport au corpus qu'on utilise, hein, que ça soit quand même mineur par rapport à l'entièreté du corpus utilisé. Mais surtout, ce que j'ai vu comme exemple, donc c'est soit dans la santé où on manque de patients, donc il y a des trous dans l'ensemble, dans la matrice, si vous voulez, qui représente les patients, et on invente des patients. Et de temps en temps, on se dit, bon, mais si c'est contrôlé, effectivement, c'est utile. Ce que j'ai vu dernièrement qui m'a fait peur, moi, c'est Ipsos, hein. C'est-à-dire, en fait, on va faire en sorte d'avoir des résultats satisfaisants en générant des données absentes, hein, mais c'est été utilisé l'IA générative pour créer des données comme ça pour les dernières élections, pour savoir comment les professeurs allaient voter, vous voyez, avec un nombre de personnes au départ qui étaient questionnées, qui était quand même assez faible. Donc, moi, je vois arriver un énorme problème, hein, de société si on ne met pas des garde-fous là-dessus, quoi. Autre question ? Bonjour. Vous évoquiez dans les entreprises le fait d'apporter de l'IA. J'essaie de me mettre à la place d'un expert métier qui, par définition, a sa valeur dans son expertise et à qui on amène un outil qui, quelque part, va apprendre une partie, tout ou partie de cette expertise, et se pose la notion de confiance et d'acceptabilité. C'est les mots que vous n'avez pas trop cités. Je ne sais pas votre avis là-dessus. En tout cas, ce qui est bien certain, c'est que se rejoue là, ce qui s'est toujours joué, hein, dans les situations d'innovation radicale ou même parfois incrémentale, à savoir des résistances qui sont normales, naturelles et nécessaires. Dans ces résistances, toutes les organisations doivent les gérer. Par exemple, nous-mêmes au sein des laboratoires et de l'enseignement supérieur et de la recherche, il y a des vraies inquiétudes sur ce qui va être transformé, ce qui va être voire redéfini. Et je pense que la responsabilité des personnes qui sont en responsabilité, justement, c'est d'être en capacité d'accueillir ça. Et c'est ce que je vous disais en disant que rien n'est évident, rien n'est simple. Il importe que chacun des leaders, chacun des managers perçoive ça au sein des organisations. Et c'est l'occasion d'un nouveau dialogue. On parle même de dialogue social technologique à l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Je pense qu'on prend progressivement conscience que sans cela, la transformation algorithmique des organisations ne sera pas un événement complètement heureux. Et sinon, il y a des laboratoires d'études comme le vôtre. Moi, je connais bien Yann Ferguson. J'ai travaillé dans le partenariat mondial sur l'IA, puisqu'on était sur le futur du travail là au niveau international. Et donc, il a fait beaucoup de tests en sociologie du travail aussi. Et je fais partie, Laurent, je fais partie de son équipe aussi. Bah, c'est super. Donc, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, parce que j'ai travaillé avec lui pendant 2 ans au PMIA. Après avoir, Oui, alors pour répondre sur la question de la confiance, en fait, et on travaille sur rivalité. la confiance. Et alors, c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais cette observation, hein, qui est que souvent les développeurs vont rester à distance des utilisateurs potentiels pendant un certain temps, parce que justement ils anticipent cette rivalité avec les professionnels et ils anticipent d'être immédiatement, que l'outil soit disqualifié d'emblée lors de son déploiement, ce qui renvoie bien à cette question de confiance, hein, que vous évoquez. Et évidemment, cette question de confiance, elle est centrale dans toutes les situations de réappropriation par des experts. Alors, dans le cas qu'on a observé dans un site industriel, et ça permettra de répondre aussi un peu à cette question, on a des techniciens qui sont finalement... ils sont relativement habitués à voir leurs outils changer, de voir arriver de nouveaux outils de mesure, de calcul, d'évaluation de la qualité, etc. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas de résistance fondamentalement au changement,
De toutes les façons, ils ont confiance, c'est une entreprise en forte croissance, elle a beaucoup d'argent, et ils sont prêts à monter en compétences, en technicité. Donc, y a pas ils ne sont pas arc-boutés sur, comme on pourrait s'imaginer a priori, sur un savoir-faire immuable, etc. Et donc, finalement, par contre, ils sont assez sévères quand même vis-à-vis des outils, quoi. Et s'ils ne comprennent pas la logique, s'ils disent ça, et si on ne comprend pas du tout la logique de l'outil, comment il se comporte, si ce n'est pas corrélé avec d'autres attentes, d'autres objectifs, d'autres savoir-qualité qu'on a, bah, à un moment donné, on interroge ceux qui en sont à l'origine, quoi. Voilà. Et puis, ouais, pardon ? Ouais, je voulais juste rajouter, quand tu dis sociaux, c'est important suivant les différents objectifs de travail, c'est aussi très culturel, quoi. Donc là, on était sur l'entreprise avec des ouvriers. Si tu prends d'autres domaines, hein, est-ce qu'on pourrait se poser la question de la confiance, est-elle la même dans le monde anglo-saxon, en France, dans d'autres pays? Pour revenir sur le PMIA, on était donc avec des gens en Australie ou en Inde et on a dans plein de pays différents, on n'a pas les mêmes façons de concevoir l'éthique ni de concevoir la confiance. Sans Voilà, et parler de puis la Chine. parce qu'on n'a souvent pas les mêmes relations professionnelles. Hein, Oui, 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 mais tout c'est-à-dire ça donc est qu'effectivement, imbriqué dans ouais, ce... tout à fait imbriqué dans ces déploiements. Voilà, et donc l'aspect culturel, il est fondamental pour Ouais, moi ouais, et je ne le ouais. vois pas beaucoup mis en avant. Ouais. Effectivement, l'industrie 4.0, il y a eu des études sur l'industrie 4.0 en Allemagne et puis dans les pays de l'Est. Et en fait, le déploiement est très différent. En Allemagne, en fait, on est souvent sur de la pré-industrialisation, c'est-à-dire qu'on a des niveaux de techniciens et qu'on a des niveaux de compétences relativement élevés. Donc, on est sur des activités industrielles à forte valeur ajoutée. Et donc, ça a plutôt été une opportunité pour eux parce que les techniciens sont montés en compétences, etc. Si on regarde dans les pays de l'Est, c'est l'industrie de série avec beaucoup de travail encore, tâches moins qualifiées. Et là, par contre, le déploiement de l'industrie 4.0, c'est plutôt accompagné d'une perte de qualité du travail et la disparition de tâches, etc. Donc, vraiment, il y a ces différences culturelles, mais je dirais, si on reprend les vrais débats sur, les travaux de sociologie sur l'industrie de Marc Maurice, etc. La différence sur les pays, c'est aussi des différences de relations professionnelles. C'est aussi des différences de type d'activité de travail. Quel partage du travail, il n'est pas le même selon les pays, entre les différentes positions. Puis il y a une division internationale du travail aussi qui joue. Et donc, du coup, effectivement, on peut voir des postures ou des relations à ces nouvelles technologies qui sont complètement différentes parce que les effets sont aussi très différents, quoi, dans l'univers dans lequel elles se développent. Alors, en fait, il y a une question qui m'a été... on m'a demandé de la lire. C'est une question qui est arrivée dans l'espace conversationnel, à distance. Alors, une question qui m'est destinée. Alors, franchement, je ne peux pas répondre, hein, mais je la pose quand même, courageusement. Est-ce qu'il faut accueillir l'intelligence artificielle générative comme une évolution inéluctable du monde du travail, comme l'a été en son temps l'impression pour les moines copistes, les machines à laver pour les lavandières, etc. Alors, la personne qui pose cette question a bien compris qu'un de mes hobbies, c'est l'histoire des techniques, même l'histoire sociale des techniques. À vrai dire, tout simplement, on ne peut pas répondre parce que c'est un peu trop récent pour savoir. En tout cas, il est clair qu'un certain type de métier est très fortement impacté. C'est pour ça que ce que je retiens dans la question très intelligente qui est posée, c'est les moines copistes et les lavandières. Dans la chaire Itikia, figurez-vous qu'on est régulièrement interpellé par des corps de métier très resserrés. Par exemple, tout récemment, au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'un côté, les enseignants-chercheurs. Bon, voilà. Est-ce que l'IA générative change quelque chose, notamment dans la formation supérieure? Oui, c'est incontestable. Et de manière moins évidente, mais très très forte, les personnels qui sont en charge de l'orientation des étudiants, ou qui voient arriver des jeunes avec leur téléphone mobile, leur terminaux en général, ils disent, mon téléphone m'a dit que je pouvais faire ça grâce à des IA génératives. Donc, dans tous les cas, moi, je crois vraiment que se pose pour tous les domaines d'activité, disons, la question de savoir quelle est la granularité du questionnement. Moi, je pense que la bonne granularité, c'est d'être à l'écoute au sein de l'Institut MIA, il me semble tout à fait pertinent pour le faire, de ces demandes dont on peut être saisi pour mieux
nous autres en sciences humaines et sociales, on a parlé de la linguistique, sociologie, philosophie éthique et politique, et tant d'autres. Je vois Agnès qui est là, donc marketing, sciences de gestion, économie, psychologie sociale, clinique. Bon, on est en capacité, grâce à la place qu'on a, nous, dans l'Institut Miaille, d'écouter ça, qui concerne, à mon avis, disons, quelque chose de fondamental pour la bonne suite des événements. Voilà, parce qu'on n'a pas, il y a des tas de problèmes dont on n'a pas parlé, mais en voilà un, c'est-à-dire une capacité de la société à se raidir sur une injonction qui est faite d'utiliser de l'IA. Qu'en dis-tu, Thomas, Laurence? Bah, oui, en fait, Laurence. moi je trouve que c'est le parent pauvre, si tu veux, des dernières alliances là qu'on a vu arriver. Enfin, on a les 3 IA qui étaient donc des pôles de capacité de mettre ensemble des gens pour travailler sur l'IA, ont eu cette riche idée de faire de l'interdisciplinarité. Et moi, je trouve que la deuxième vague qui arrive, là, des clusters, il y a 9 clusters en France. Les parents pauvres de ces clusters, c'est tout ce qui est sur sciences humaines et sociales. Donc moi, je fais des sciences dures, mais avec les sciences humaines et sociales. Et les parties de projet qui portaient sur justement des démarches de meilleure compréhension de ce que font ces systèmes à conséquences plus lointaines, ou comment ça va modifier le travail, ça va transformer l'éducation, etc., sont les parents pauvres. On a limité tous les projets qui portaient là-dessus. C'est pas un bon signe. Non, mais effectivement, moi je pense que de toutes les façons, on est une organisation où la technique et les comportements humains, mais aussi voilà, les intentions, les métiers, les identités métiers, etc., sont profondément imbriqués en dynamique permanente. Donc je ne suis pas du tout pour l'idée que voilà, c'est une technique qu'il faut rejeter d'emblée, comme on pourrait peut-être l'interpréter, bien évidemment. Moi, je suis quand même impressionné du coup de la sophistication quand même croissante de nos organisations et les organisations industrielles comme les autres. Je veux dire, on fait combien de temps on passe nous-mêmes à gérer les interdépendances au sein de notre organisation pour pouvoir faire notre travail de chercheurs, ne serait-ce que pour gérer un contrat de recherche, partir en mission ou autre. Donc on voit bien nos organisations sont très sophistiquées et elles le sont de plus en plus. Et à un moment donné, il peut y avoir une interrogation. Je trouve ça très sain de se poser la question de la limite, tout simplement la capacité à gérer la complexité. Parce qu'on peut recruter des gens peut-être plus intelligents pour venir se mettre là aux interfaces, là où justement on est en défaillance ou en difficulté, mais eux-mêmes vont rajouter de la complexité supplémentaire parce qu'ils vont devoir interagir avec les autres. Et voilà, donc je trouve que ça vaut le coup à un moment donné de s'interroger sur le coût et les limites de cette complexité. Et je pense que à chaque étage supplémentaire de technologie automatisée que l'on ajoute, on accroît sa complexité. Merci beaucoup à tous les trois. Du coup, je pense qu'on peut applaudir les intervenants. Et c'est un sujet qui reviendra dans Miaille Cluster. On a entendu le message, Laurence. Il faut qu'on en discute. Ah oui, il faut qu'on en discute vraiment et faire des liens. Oui. Ce qu'on peut faire, en tout cas, pour que ça soit visible. Je vous remercie Merci pour Laurence. l'invitation. Je retourne voir mes collègues. Désolée. À bientôt. Du coup, on va passer maintenant sur les aspects industriels. Et du coup, c'est Antoine de Decker qui va nous parler de IA et éthique, concilier innovation et responsabilité. C'est ça ? Parfait. Merci beaucoup de m'avoir convié à cette belle journée, de ce beau projet que le Miaille. Voilà. Donc je m'appelle Antoine Decker. D'abord, je voulais remercier Eric aussi de m'avoir invité parce qu'il m'a demandé au mois de mars est-ce que tu serais d'accord pour présenter ta façon dont Inceptive s'empare des problématiques d'éthique. J'ai dit oui, bien sûr, parce que j'étais extrêmement honoré d'être convié avec vous aujourd'hui. Et je vais simplement essayer de vous faire une petite histoire de comment nous, on s'est emparé de ces problématiques-là de façon extrêmement opérationnelle par une petite entreprise de services grenobloise. Donc je vais me présenter d'abord. Je suis Antoine Decker, je suis le directeur d'Inceptive. Nous sommes une société de conseil d'ingénierie en intelligence artificielle. Nous sommes une dizaine à Grenoble. Nous avons des anciens élèves de l'INSIMAG comme associés. Et nous avons 2 activités. La première, c'est de fabriquer des modèles d'IA. Donc nous fabriquons des modèles d'intelligence artificielle pour nos clients. En se basant sur les données de nos clients, nous avons investi dans des outils, des méthodes. Et nous étions, dès la fin 2017, très intéressés par les questions de souveraineté des données et de respect du RGPD qui se mettaient en place.
Et nous avons à côté de ça une plateforme d'agents conversationnels, donc le truc un peu ringard, le chatbot, qui est un petit peu le truc ringard de l'IA, mais avec une petite plateforme qui marche bien, qui gère aujourd'hui 3 millions de conversations par an, qui est basée initialement sur des graphes conversationnels, des petits réseaux de neurones. Et puis aujourd'hui, on s'intéresse forcément aux technologies liées au LLM et les nombreuses questions que cela soulève. Nous avons comme clients des PME structurées, des ETI. On a tout de suite essayé de s'adresser, nous, aux PME et ETI qui avaient un système d'information, qui avaient de la data, qui avaient de la donnée. Et nous travaillons aussi avec des organismes publics type INPI, ministère de la Santé, notamment pour du chatbot. Nous avons la chance en fait de travailler avec énormément de métiers, énormément de secteurs d'activité. Depuis janvier, j'ai regardé un petit peu les jolis dossiers que nous avons vus. Nous travaillons avec des sociétés industrielles, des gens qui vendent de l'acier. C'est passionnant, les gens qui vendent de l'acier aujourd'hui en 2024. Des comptables, des commissaires aux comptes, les chiffres aussi, c'est des métiers passionnants. Des éditeurs de logiciels, des collectivités, des coopératives agricoles, là avec des questions vertigineuses sur qu'est-ce qu'on va planter dans 10 ans, 15 ans pour nourrir la France et l'Europe. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir discuter avec beaucoup de métiers. L'éthique chez Inceptive, j'en viens, c'était un long chemin qui n'a pas vraiment commencé en 2018, mais en 2018, on s'est dit, bon, il y a le RGPD qui arrive, il était connu depuis 3 ans déjà, toutes nos méthodes, tous nos développements, tous nos logiciels étaient basés sur, on va respecter ça, déjà, on va faire les choses correctement, on va mettre en place les procédures, les méthodes, et ça ira très bien, et ça sera très bien, et puis ensuite, on était hébergé en France, on ne travaillait pas avec Amazon, on ne travaillait pas avec Facebook, avec personne, donc on avait quelques garanties fortes, puis on avait l'impression d'être des gens bien, on a toujours l'impression de vouloir bien faire les choses. Et ça s'est passé comme ça. Et puis c'était le début de la société. On n'avait pas énormément de clients, quelques petits projets quand même. Et puis en 2020, il est arrivé un truc, si vous vous souvenez, qui s'appelle Covid, où beaucoup de projets sont arrêtés. Des clients ont dit on arrête complètement certains financements puisque c'est trop hasardeux. Il y a en 2020, il n'y avait pas eu le hype des grands modèles de langage. Donc pour beaucoup de personnes, c'était pas viable. Il fallait qu'on fasse des choses beaucoup plus pragmatiques, puisqu'on a le monde du lendemain, on le connaissait pas encore. Et donc nos équipes ont continué à travailler. On a eu la chance d'avoir un investisseur qui a continué à investir, à payer les salaires. Il y a peu de chômage technique chez Inceptive. Et puis on a développé nos outils. Et par plus grand hasard, j'ai rencontré un cabinet médical qui a fermé il n'y a pas longtemps, hélas, à Grenoble, qui était ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 23h, 365 jours par an, qui voyait plus de 150 patients par jour. Et ils avaient une problématique. Ils m'ont dit, on a un problème, c'est que les gens nous appellent pour savoir s'ils ont le Covid ou pas. Nous, on ne peut pas savoir. Alors, il y avait les premiers tests. Est-ce qu'on peut faire CLAC sans s'essouffler? Il y a des petites choses comme ça. Mais au téléphone, on peut poser la question. On a un fichier Excel, on a rempli avec le nom des personnes et le nom de l'indice de gravité de leur maladie, puis il faut qu'on les rappelle le lendemain pour pouvoir les suivre. Voilà ce qui était prévu. Le problème, c'est que 200 appels par jour, 200 appels par jour, 200 appels par jour, plus les rappels, c'était plus possible. On a donc fabriqué avec notre petite plateforme de chatbot, un tout petit chatbot qui permettait de faire plusieurs choses. Donc de donner des informations du gouvernement qui changeaient tous les jours. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais chaque jour, on a un peu des contraintes et des contre-ordres et des ordres. Et puis surtout de faire, en fait, avec un questionnaire qui a été mis en place par des médecins, d'évaluer la gravité de la maladie potentielle de la personne. Il y avait beaucoup de gens qui étaient très inquiets. Qui n'était pas mal du tout. Donc on a mis en place ce petit chatbot-là et qui principalement en fait devait notifier à un médecin un cas préoccupant tout de suite ou si une personne s'enfonçait dans les comment on appelle ça, les éléments qui structuraient potentiellement un Covid. Voilà, quelqu'un qui a de plus en plus de mal à respirer, sa note baisse, on demandait ce qu'un médecin rappelle la personne. Le service a fonctionné jusqu'à la fin de l'été, ça a pris en charge plus de 10 000 personnes. Et les raisons de son arrêt, d'abord c'est qu'à la fin de la première vague dans l'été, il y a eu moins de Covid, il y a eu moins de besoin de cet outil-là. Ça a été remplacé par des outils beaucoup plus classiques. Et puis une discussion que j'ai eue avec un de mes ingénieurs qui m'a dit, écoute, on a fait n'importe quoi. On collecte des données personnelles, on collecte des données sensibles de santé sans serveur HDS, donc hébergement de données de santé, sans qualité d'opérateur de données de santé, on n'était absolument pas formé, on n'avait pas le formalisme, on n'avait pas les outils, et on fait effectuer un système informatique, certes développé avec des médecins, un diagnostic pour savoir si oui ou non d'envoyer les pompiers chez la personne. Donc il m'a dit, ça c'est pas bon du tout, il faut qu'on arrête de faire n'importe quoi. Donc, ça a rendu service. Alors rassurez-vous, ça a été gratuit, bien entendu. C'est la première fois que j'en parle aujourd'hui en public de ce projet-là. Le processus des diagnostics a été mis en place par des médecins, bien entendu. Les serveurs qui hébergeaient étaient stockés en France. Tout était stocké sur nos outils. Il n'y a pas eu de fuite de données, bien entendu, sur les données médicales et personnelles. Tout était effacé au bout d'une semaine. Et à la fin du projet, tout a été effacé. Les outils de conception, ça n'existe plus, ce projet-là. Mais ça nous a forcé à nous poser quelques questions sur les questions d'éthique et comment on allait aborder les autres projets. Parce qu'un chatbot, c'est un tout petit projet par rapport à
à de l'IA, on va dire, un petit peu plus noble, c'est-à-dire créer des modèles avec des technologies que vous connaissez tous ici aujourd'hui. Donc, en 2021, on s'était dit que on respectait le RGPD, on avait déjà refusé des missions qui nous semblaient pas correctes, c'est-à-dire quand les données n'étaient pas anonymisées, quand on nous a demandé par exemple d'extraire des données sur des ordonnances pour une entreprise française très connue, mais sans aucune anonymisation. Et donc l'idée, c'était de ne pas ajouter de malheur au monde en faisant n'importe quoi, des technologies qui potentiellement peuvent avoir un grand impact sur les personnes. Donc on a commencé par écrire une définition entre nous, donc entre ingénieurs et puis entre non-ingénieurs, parce qu'il n'y a pas que des ingénieurs chez Inceptive. J'en fais partie. Et on a une définition aujourd'hui qu'on présente à nos clients dans la partie, dans la gestion de projet, on intègre une partie éthique où on dit que l'éthique, dans le cadre de l'intelligence artificielle, représente un ensemble de principes et de valeurs qui guident la conception, le développement et l'utilisation des technologies d'IA de manière responsable et respectueuse des droits humains. Elle vise à garantir que les innovations technologiques ne compromettent pas les valeurs fondamentales de notre société, mais au contraire qu'elles contribuent à leur renforcement. Donc ça, c'est une belle intention. Donc on fait une liste ensuite: liberté, égalité, justice, respect, solidarité, responsabilité, dignité humaine, tolérance, paix et sécurité. On évoque un petit peu ces éléments-là. Ils sont mis en préambule des différents documents quand on contractualise avec une société. Et puis ensuite, on a fait en place un petit checklist. C'est-à-dire que quand on se lance dans un projet d'IA, c'est des projets qui sont très longs. Entre le début et la fin, c'est 1 an et demi, c'est 2 ans. Et on a un document qui n'est pas écrit, mais sur lequel on va essayer tout au long du projet de travailler sur ces questions-là. Donc les questions sont d'abord tout ce qui va être conformité légale et réglementaire. Alors le RGPD bien entendu, l'IA Act qui arrive aujourd'hui, qui est confus, il n'y a pas encore de retour, puis il n'y a pas encore beaucoup de littérature sur ce sujet-là. Donc c'est l'adhésion au règlement, s'assurer que le modèle respecte toutes les lois et les réglementations pertinentes, voir que le projet s'aligne par rapport à ça. Ensuite, on va s'intéresser aux impacts sociaux et environnementaux. Donc, vous l'évoquiez tout à l'heure, et c'est passionnant, effectivement, la façon dont les gens dans l'entreprise vont voir leur métier modifier, changer, leur propriété sur leur savoir-faire, à quel moment le savoir-faire est capté par un modèle. C'est des vraies questions qu'on a aujourd'hui très tôt dans les discussions. Et puis, au niveau environnemental, il y a des vraies problématiques de consommation énergétique, notamment les grands modèles de langage. C'est hallucinant, la puissance de calcul que ça demande, et donc la puissance énergétique qui va derrière, même si ça diminue implacablement. Ensuite, il y a les questions de vie privée qui sont évoquées. Est-ce que les données sont anonymisées ? Alors, dans certains cas, quand on travaille dans l'industrie, il n'y a pas de question de vie privée, mais en tout cas, c'est un point qu'on évoque. Les questions d'équité et de non-discrimination. Voilà, utiliser les techniques de détection de biais. Alors ça, même dans une toute petite société comme Inceptive, très tôt, on a été confronté à des problématiques de biais, en fait, de modèles qui étaient complètement déséquilibrés, qui allaient créer, qui n'allaient pas rajouter forcément du bien-être dans les entreprises. Ensuite, il y a une question de transparence et d'explicabilité. Expliquer quand c'est explicable, expliquer quand c'est pas explicable aussi. Ça fait partie des choses qu'on doit formaliser auprès des clients, des managers, des comités exécutifs, mais aussi des gens qui vont utiliser l'IA. La responsabilité, qui est responsable s'il y a un problème? Est-ce que c'est nous en tant que concepteurs, créateurs de la solution, ou est-ce que c'est le client, le donneur d'ordre? Où est notre champ de responsabilité à chacun? Et puis ensuite, les questions de sécurité informatique de l'outil, où est-ce qu'il va être hébergé, comment il va fonctionner pendant toute sa vie, pendant tout son contrôle, quand est-ce qu'on le réentraîne, quand est-ce qu'on mesure une baisse de performance, quand est-ce qu'on voit qu'il s'éloigne de la performance qui a été obtenue. C'est des points qui sont importants. Et enfin, et c'est très très important, c'est la sensibilisation et l'acculturation. L'acculturation, c'est un mot que j'aime pas comme ça, mais j'ai pas trouvé mieux que ça, parce que la formation, ça veut dire qu'à la fin du moment, on a appris quelque chose. L'acculturation, c'est plus diffus, c'est quelque chose qui est peut-être plus sensible. Et comme je vous disais tout à l'heure, on voit des gens qui sont issus de milieux, de métiers extrêmement différents. Et donc, on a j'appelle ça pas une formation, mais j'appelle ça alors c'est quoi le mot que j'ai utilisé? Je le retrouve plus. C'est une conférence discussion. Voilà, c'est une conférence où on discute. Donc pendant 20 minutes, 1 heure, j'explique l'état de l'IA en fonction de l'audience, les techniques, le point de où est-ce qu'on en est aujourd'hui, les nouvelles évolutions. On montre pas mal d'outils, on essaie d'expliquer aux personnes un petit peu le buzz, des choses qui n'existent pas. Et puis, on a un échange qui dure 1 heure et demie, 2 heures, avec les différentes parties prenantes de l'entreprise. Et je vous dis, ça peut aussi bien s'adresser à un comité exécutif d'une entreprise ou carrément avec ou sans les métiers, les gens qui vont travailler et utiliser les modèles d'intelligence. Systématiquement, lors de ces échanges, les questions relatives aux atteintes à la vie privée, surveillance de masse, à la collecte et à l'utilisation abusive des données, aux impacts sur l'emploi et l'automatisation de l'emploi et l'accélération des inégalités économiques,
le manque de transparence et d'explicabilité sont des questions qui sont systématiquement évoquées. Aujourd'hui, il n'y a pas des conférences comme ça. Aujourd'hui, j'en fais 1 à 2 par mois. Et dans les discussions, il n'y a pas quand le contact est noué, quand on peut commencer à discuter, quand on arrive à casser un peu la glace. C'est des questions qui systématiquement reviennent. Alors, avec beaucoup d'humilité, il faut en parler, il faut l'évoquer, donc ça fait partie de tout le travail. On ne répond pas, bien entendu, à ces questions-là quand on est une petite structure comme moi, mais en tout cas, je trouve ça très sain d'évoquer. C'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que une fois par session, on parle de Laurent Alexandre en me sortant son nouveau livre, en me disant, vous vous rendez compte, ce monsieur, est-ce que je vais vraiment être immortel par ChatGPT? Alors j'ai dit, je ne crois pas, et pourquoi voudrez-vous être immortel? Donc il y a vraiment aujourd'hui... la scène de crime a été vraiment abîmée en fait, par des personnes, et c'est super cool, je trouve, de pouvoir en parler avec des gens qui ne sont pas des spécialistes, qui travaillent tout simplement. Pour finir, j'ai fait des recherches en fait sur le mot éthique dans mon drive, là où j'ai tous mes dossiers. La première fois que j'utilise le mot éthique, c'était sur une slide que j'ai pas eu le temps de vous montrer ici. Je suis désolé, j'ai tout communiqué très tardivement. Désolé Emeline pour tout ça. C'est une slide qui était plutôt pas mal où j'expliquais que l'IA toute bête, beaucoup de gens pensent qu'on met de la donnée, on met de l'IA, puis on crée de la valeur. Et puis en fait, quand on met une slide plus complexe, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué. On va plutôt parler de science de la donnée, de modèles, voilà. Et en dessous, toutes ces problématiques étaient encadrées par ce que j'appelais des contraintes. Et dans les contraintes, il y avait, alors je vois mes lunettes, gestion des biais, sécurité, loi et réglementation et éthique, transparence. Donc l'éthique était une contrainte, était une toute petite contrainte dans les slides. Alors c'est vrai que l'éthique apparaît comme une contrainte économique, c'est-à-dire qu'on passe du temps avec nos clients à en parler, donc c'est du temps qui est compté sur la gestion de projet, et je trouve que c'est important de le faire. Et c'est un frein, on va dire, à l'innovation, parce qu'on met du temps, du coup il y a des projets qui sont décalés, des projets qui ne sont pas menés. Et je vais finir, puisque je vous ai révisé le bac de philosophie de mon beau-fils demain par une petite phrase comme ça, philosophique, d'un mec que j'aime bien, Paul Virilio, qui est un philosophe urbaniste français reconnu pour ses travaux sur la technologie de la vitesse et la guerre, qui dit « Ce qui est venu avec l'engin rapide, ce ne sont plus les hasards du voyage, c'est la surprise de l'accident. » Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup. C'était un bon point de vue. Mais je pense que tu peux rester 2 minutes. Bien sûr, avec plaisir. Il y a une petite question pour Antoine? Ouais. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant, notamment dans les couches par lesquelles vous avez transformé finalement votre positionnement initial. Et alors, on en discutera, j'espère, parce que avec grand toutes plaisir. sont intéressantes. C'est presque tout un process que vous avez déployé. Donc 2 questions, en fait. C'était, j'imagine, comme on est tous dans des situations un peu inouïes, vous le signalez avec votre dernière référence. J'imagine que c'est ma première question, largement empirique comme manière de faire. Et puis d'autre part, quand vous avez réuni les partenaires professionnels, enfin les employés autour de la table sur la question des valeurs, et alors c'était un bon moment ou un moment difficile? C'est un moment au début, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on commence à discuter avec les personnes. Alors ça dépend de la typologie. Alors, est-ce qu'il y a des gens du COMEX? Est-ce que le patron est là, tout simplement? Est-ce que mon chef est là? Et il y a toujours cette hiérarchie, en fait. Donner son opinion politique, sociale, vis-à-vis de son patron, ça ne se fait pas simplement. Donc c'est mon rôle d'arriver justement à casser la glace, à interagir et à mettre les pieds dans le plat quand il faut le faire. Parce que les questions arrivent très très vite sur mais est-ce que... on fait très peu de chatbots, voilà. Mais la question c'est, mais est-ce qu'il va me piquer mon boulot? Moi j'ai vu des gens de mairie qui m'ont dit, mais on va me piquer mon travail. C'est-à-dire que le chatbot ne pourra jamais faire votre boulot. Il va vous enlever du travail de robot, mais il va vous permettre de faire votre métier de façon plus intéressante. Quand on s'intéresse, j'ai un cas, je me souviens assez précis, dans le service, c'était des gens qui faisaient ils avaient un support, un service support, ils avaient 500 tickets de support par jour, et la direction voulait prédire la durée pour pouvoir mieux planifier. C'était même pas pour fliquer les personnes, c'est pour mieux planifier. Une opération qui va durer 5 minutes, on va la planifier différemment qu'il y a pour 2 heures de travail en fait sur la réparation d'un serveur, sur le dépannage d'un antivirus ou le déplantage d'une imprimante. Et donc quand on a mis en place les premiers modèles qui prédisaient est-ce que le technicien va aller sur place et combien de temps va durer l'intervention, les techniciens en plus petit comité étaient super embêtés en disant mais qu'est-ce qui se passe si jamais ma voiture crève, si j'ai un problème avec ma camionnette et que mais ça je vais pas le prévoir, et puis ça rentre pas dans le système. Voilà, donc il y a des vraies questions et qui arrivent aujourd'hui beaucoup plus frontalement qu'il y a un an et demi, je trouve. Et sur la démarche, comment nous on a construit cet élément-là,
Au début, vous savez, on est comme Monsieur Jourdain, on pense tous qu'on fait de l'éthique parce qu'on est des personnes, on pense être des personnes parfaites. On n'est pas des personnes parfaites, bien entendu. Donc et puis c'est un mot il y a très vite de l'éthique washing, vous savez, le greenwashing. On est formidable, on est des gens extraordinaires. En fait, c'est pas vrai. On est des gens totalement imparfaits. Et moi, à titre personnel, j'évite de trop me la raconter. C'est pour ça que j'ai voulu vous parler un petit peu de ce petit chatbot pendant le Covid. On avait fait des choses qui étaient en dehors de tous les clous possibles pour la bonne cause. Et voilà, c'était comme ça. Sur la méthode empirique, on a commencé vraiment à la structurer à partir de 2021, c'est-à-dire quand on s'est dit, on s'est mis autour d'une table et puis on a commencé à gratter en fait certaines choses qui étaient importantes pour les gens qui font la société, pour les gens qui font Inceptive. On est un peu typique parce que 80% de nos salariés sont actionnaires, ont des parts dans la société, et ça permet aussi en interne de créer un échange et une discussion. Et puis quand on ne prend pas un projet, on sait que le projet on ne le prend pas. Ça nous est déjà arrivé 2 fois de refuser des projets. On sait l'impact sur le compte de résultat et sur la société. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Vraiment. On va te remercier. Ah oui, le micro. On accueille maintenant Quentin Malaval qui va nous parler de AI Risk and Responsible AI. C'est ça. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Je suis Quentin Malaval. Je travaille pour Schneider Electric, où j'ai le rôle de lead sur la partie cybersécurité autour de l'intelligence artificielle pour l'ensemble de l'entreprise. Donc, quelques mots sur Schneider Electric, même si je pense que vous connaissez un petit peu tous la boutique sur le bassin grenoblois. Notre objectif à l'heure actuelle pour Schneider Electric, c'est d'utiliser toutes les ressources et toute l'énergie que nous créons en tant qu'humains de la meilleure façon possible, tout en apportant du progrès et de la sustainability au monde entier. Pour ça, dans notre intelligence artificielle, nous avons choisi notre étoile du Nord, qui sera donc la partie sustainable. Pour ça, on passe à travers 2 systèmes. Le premier, le digital. Pourquoi le digital ? Pour la simple bonne raison que pouvoir collecter le plus possible de données, que ça provienne de capteurs, que ça provienne de capteurs de température, de capteurs de présence, etc., nous permet de créer des modèles qui nous permettront d'avoir quelque chose qui soit très précis en termes de réponse à apporter. Le deuxième point, c'est l'électricité. L'électricité, à l'heure actuelle, va nous permettre d'avoir une source d'énergie qui sera plus propre en termes de production de carbone et qui, du coup, diminuera l'impact pour la planète. L'objectif étant de construire un monde durable demain. Et nous pensons, chez Schneider Electric, que l'intelligence artificielle, à travers toutes ces phases qui construisent notre étoile du Nord, nous permettra de répondre aux besoins futurs. Hop, petit changement de slide. Comment arriver à nos fins de notre côté ? Le premier objectif est de réduire nos consommations d'énergie. À l'heure actuelle, on estime qu'il y a à peu près 40% de l'énergie mondiale qui est utilisée dans le bâtiment. Demain, en connectant les données venant des capteurs qui sont présents sur les sites, dans les maisons, dans les usines, en les mélangeant avec des informations sur la météo qui fera sur les prochains jours, la partie occupation également des bâtiments, on pourra construire des modèles d'utilisation des bâtiments qui permettront de savoir quand chauffer, de savoir quand allumer, de savoir quand climatiser. L'objectif étant, à la fin, de pouvoir optimiser cette utilisation de l'énergie. Chauffer quand il n'y a personne dans le bâtiment, c'est juste de l'énergie qui part pour rien du tout. Donc, on peut traduire cette partie réduction par on obtient les mêmes résultats à la fin. Le bâtiment, il est chauffé, les gens sont bien, mais avec moins d'énergie. La deuxième partie est l'optimisation de la demande d'énergie. Donc là, je vais vous présenter un exemple en Croatie, sur une ville de 8000 habitants. Donc on a travaillé avec une partie de la municipalité qui crée de l'eau chaude pour alimenter les maisons, que ce soit pour le chauffage, comme nous, on a le chauffage urbain à Grenoble.
En créant des modèles prédictifs de consommation d'énergie, ça permet de partager ça avec les techniciens qui sont sur site, en leur disant, voilà, pour la journée de demain, nous, on prévoit qu'il y aura une augmentation de 5-10% de la consommation parce qu'il va pleuvoir, c'est un samedi et un dimanche, les gens ils sont plus chez eux, etc. etc. Donc ça va donner l'indication aux techniciens d'allumer ou non les outils de chauffage pour l'eau. En ayant une optimisation bonne de ce côté-là, on va diminuer la consommation en énergie, mais également toute la partie maintenance. Donc tout ça aura un impact bénéfique pour nous tous. Dernier point, overcoming. Là encore, petite histoire à vous raconter. Ça se passe aux États-Unis, en Californie. Le gouvernement californien est en train de pousser pour que la population mette des panneaux solaires sur leur maison. Problème, ils n'ont pas assez d'électriciens pour aller vérifier toutes les installations électriques. C'est là où intervient l'intelligence artificielle. L'objectif, au travers d'une de nos filiales qui s'appelle Qmerit, c'est de demander à nos clients de nous fournir des photos de leur installation électrique, de leurs panneaux électriques chez eux. Et au travers de l'intelligence artificielle, on va pouvoir valider ou non si l'installation électrique est convenable pour pouvoir installer ces fameux panneaux solaires. Si ce n'est pas le cas, on va pouvoir fournir à un électricien la liste des choses à modifier et à voir avec le client. Hop. Alors, comment est-ce qu'on fait tout ça chez Schneider Electric ? Depuis à peu près 2 ans et demi, Schneider Electric a décidé de créer l'IA Hub. L'IA Hub, c'est un peu plus de 300 personnes spécialisées dans l'intelligence artificielle qui sont réparties sur 3 pôles, la France, l'Inde et les États-Unis. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle un modèle Hub and Spoke. Donc, on va centraliser en fait les demandes internes à Schneider Electric ou de nos clients dans ce hub et leur répondre. Le hub travaille tout aussi bien sur des offres internes. Par exemple, on va travailler avec les ressources humaines, on va travailler avec le marketing, des choses comme ça, mais tout aussi bien avec des clients directement qui vont nous demander de l'aide pour pouvoir ajouter de l'intelligence artificielle chez eux. Et on a aussi toute la partie où on développe des produits qui vont embarquer de l'intelligence artificielle pour pouvoir mieux répondre aux besoins de nos clients. Mais tout ça, c'est bien joli, mais l'intelligence artificielle, ça nous apporte aussi quelques risques qui ne sont pas forcément des risques nouveaux. Vous en avez quelques-uns sur la partie gauche. On peut penser à la partie privacy. On va avoir toutes les problématiques de biais qu'on va pouvoir avoir. Forcément, on aura un impact avec toutes les lois qui vont passer, qui vont nous forcer à modifier l'intelligence artificielle ou à ne plus faire des choses ou à devoir faire certaines choses. Et après, on a toutes les attaques qui sont plus liées à l'intelligence artificielle en même temps en elle-même. On va pouvoir parler du modèle Drift, de la partie hallucination, du poisoning et des oracle attacks. Tout ça, nous, de notre côté, on voit trois types de risques. Les risques plus traditionnels. L'intelligence artificielle, on manipule des téraoctets de données pour pouvoir créer des modèles qui sont performants. Et là, nous avons par exemple Microsoft, où on a eu 38 terabytes de données qui ont fuité suite à une erreur d'employés de Microsoft qui ont simplement exposé ces données sur Internet. On est habitué à l'heure actuelle à voir plusieurs gigaoctets, voire des téraoctets de données qui se retrouvent sur Internet de façon journalière, on va dire. Mais là, on parle de volumes qui sont quand même bien plus importants. On a ensuite un deuxième exemple autour de la déviation de la mission principale de l'intelligence artificielle.
Donc là, on a comme exemple un bot qui répondait à des gens qui ont des problèmes alimentaires. Donc les gens venaient leur expliquer un petit peu leur maladie au bot, et le bot, la seule réponse qu'il était capable de fournir, c'est faites un régime. Vous doutez bien que c'est absolument pas la réponse qui est attendue, et encore moins la réponse à apporter aux gens de ce côté-là. Et on a d'autres risques qui sont liés un petit peu plus à l'intelligence artificielle en elle-même et l'utilisation qu'on en fait. La première est particulièrement sur les biais. Donc ça a à peu près une dizaine d'années. C'était chez Amazon. C'est jamais rentré en production, ce use case. Mais ils avaient un use case qui aidait les ressources humaines à sélectionner les profils. Pour faire ça, c'était assez simple. Ils allaient sur Internet, ils regardaient quel type de personne, avec quelles compétences était à quelle position, et ils faisaient un pré-filtrage de toutes les offres. On n'est pas sans savoir que dans le monde de l'IT, on est majoritairement des hommes. L'intelligence artificielle regardait les choses, disait « Ah bah il y a 80% d'hommes, le premier filtre que je faisais, j'enlève toutes les femmes ». Et le dernier exemple, c'est un exemple de Chevrolet avec encore un bot. Donc en fait, la petite histoire, c'est un client qui était demandé à Chevrolet, globalement, quelle est la meilleure voiture que je puisse avoir. Le bot, à la place de répondre acheter une voiture Chevrolet, a simplement répondu la meilleure voiture, c'est chez BMW. Voilà, je vous laisse imaginer si demain on a des bots pareils et que ça envoie directement chez le concurrent. C'est pas. Voilà. C'est pas terrible. Hop. Mais vous allez me poser la question, comment on prend en compte ces risques chez Schneider Electric? Pour ça, nous, on a décidé de définir 5 piliers autour de ce qu'on appelle le Responsible AI. Dans ces 5 piliers, on a AI for Sustainability. L'objectif, et c'est une des valeurs que nous avons à cœur, c'est de continuer la décarbonisation de la planète. Pour ça, nous allons faire des IA qui vont supporter cette décarbonisation avec l'aide de nos clients. L'objectif est également de, par exemple, quand nous, on va aller acheter de l'intelligence artificielle, d'avoir des leviers pour comprendre la consommation, mais également pour pouvoir dire toutes ces options-là de votre intelligence artificielle, on ne va pas s'en servir. On voudrait les désactiver pour consommer moins. Le second point, Human-Centric and Fair AI. L'objectif, c'est toujours garder l'humain dans la boucle de l'intelligence artificielle. Ne pas remplacer l'être humain, mais d'être là comme on emploie souvent ce mot, copilote à l'humain. On l'a vu par exemple avec la partie chauffage de l'eau et chauffage tout court. En fait, nous, on envoie quelque chose aux techniciens en leur disant « on vous propose ça ». On n'envoie pas directement aux machines, démarrer les machines, éteindre les machines. Il y a toujours un humain dans ces boucles-là parce que l'humain apporte son expertise. L'IA n'est pas là pour le remplacer. Fair AI, l'objectif, c'est qu'on puisse traiter tous les êtres humains de la même façon, contrairement à l'exemple que je vous ai montré juste avant avec Amazon. Transparency and explainability. L'objectif, c'est de pouvoir expliquer à nos clients pourquoi, avec un jeu de données, ils ont une réponse donnée. De temps en temps, ce n'est pas forcément explicable, mais comme disait sur la présentation d'avant, il faut aussi expliquer que ce n'est pas explicable. On a la partie accuracy et robustness. Là, l'objectif, c'est d'avoir un modèle qui est capable de prédire des choses qui sont justes le plus possible. Avoir un modèle où on vous explique qu'il y a une chance sur 2 que la réponse soit vraie, c'est pas très utilisable. Si on est à 99%, c'est un peu plus pratique. La partie robustness, c'est plus une partie liée à la cybersécurité plus traditionnelle, on va dire. Et là, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que l'intelligence artificielle puisse toujours répondre aux questions qui lui sont posées, tout en fonctionnant avec le plus souvent, à quasiment 100% du temps. Et forcément, le cœur de l'intelligence artificielle, ça reste la data.
Et pour ça, il faut une data gouvernance et une partie privacy qui est importante. Tous ces piliers sont englobés dans un risk management qui est en fait lié à mon équipe, je vais y revenir juste après, et un système qualité performant. Voilà les 5 piliers qu'on a choisis chez nous. Après, comment, d'un point de vue opérationnel, tout ça est déployé? En fait, c'est assez simple. On a décidé de créer 3 équipes. La première qui est la Responsible AI Team, qui est en fait mon équipe. Donc dans cette équipe, on va retrouver des gens qui font du Responsible AI, des gens qui font du légal, des gens qui font de la cybersécurité. L'objectif, c'est qu'on puisse travailler tous ensemble pour construire une stratégie autour de l'IA, qu'on puisse aussi aider à opérationnaliser cette intelligence artificielle et à l'industrialiser, à pouvoir, sur tous les use cases qui vont passer au travers de l'IA Hub, avoir une validation d'un point de vue éthique, d'un point de vue cybersécurité qui match nos prérequis d'entreprise, et une partie sur l'awareness et le training, parce qu'à l'heure actuelle, les humains sont encore au centre de beaucoup de choses, et il faut leur expliquer comment fonctionne l'IA, à quoi ça sert, les piliers pour qu'ils puissent les utiliser de façon journalière dans leur travail. Derrière, on va avoir le Responsible AI Office, qui est en fait un comité avec des stakeholders de tous les domaines. Ça peut être des gens du métier, ça peut être des gens de la cybersécurité. Très souvent, il y aura les gens de la Responsible AI Team qui seront dedans, mais on va retrouver les gens comme des DPO, des gens dont vraiment le métier, c'est de créer de l'intelligence artificielle, des data scientists, des MLOps, etc., etc. Et le dernier niveau, qui est en fait l'AI Committee, qui est au niveau de l'exécutif. L'objectif de ce comité, c'est vraiment de pouvoir suivre toute la partie régulation autour de l'intelligence artificielle, de revoir certains use cases qu'on aura considérés comme étant complexes pour l'entreprise et qui nécessitent une prise de décision à haut niveau. Et également, c'est ce comité qui discutera avec nos partenaires, clients comme fournisseurs, sur toute cette partie Responsible AI. Je peux te demander de conclure. C'est bon. C'est bon. On est tout bon. Ah, parfait, impeccable. Je vous remercie, je ne vous taxerai pas trop de pauses. Merci beaucoup. Merci. Je sais que c'est la pause, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'attraper autour d'un café. Ouais, et je pense mon qu'on va collègue faire comme ça. Claude, qui est caché là-bas, il sera avec moi et on sera un plaisir de vous répondre. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Eh bien, retour à 4 heures.